On pense souvent qu'avoir une grande intelligence, c'est un avantage incroyable, n'est-ce pas? Mais et si ce super pouvoir était en fait aussi une source d'angoisse? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Comment un esprit brillant peut parfois devenir sa propre prison. Voilà une phrase qui frappe, non? Plus le QI est élevé, plus le centre de l'inquiétude est grand. C'est une idée qui va vraiment nous guider. Ça met le doigt sur un lien assez surprenant entre un QI élevé et une anxiété décuplée. Attention, l'intelligence ne crée pas les problèmes, mais elle a cette capacité assez unique de les voir absolument partout, de les décortiquer à l'extrême et au final de les amplifier. Alors c'est parti, plongeons dans ce fameux paradoxe de l'intelligence. La question c'est, comment est-ce qu'un outil aussi puissant que notre cerveau peut se retourner contre nous? Eh bien, tout commence par la façon dont il perçoit le monde qui nous entoure. Et c'est là qu'on voit la différence fondamentale. D'un côté, on a une perception simple. On voit un petit obstacle, bon, c'est juste un obstacle. De l'autre, c'est une toute autre histoire. Une personne avec un esprit très analytique va voir le même obstacle, mais va aussi voir, disons, 17 scénarios potentiels qui en découlent. Ce n'est plus un simple obstacle. Ça devient une sorte d'arbre de décision hyper complexe où chaque branche est un SI qui crie pour être analysé. Et voilà, c'est là que le piège se referme. Une fois que le cerveau a ouvert cette boîte de Pandore, avec tous ces scénarios, il se sent presque obligé de tous les passer en revue. Et c'est là qu'on entre dans la spirale de l'hyper-réflexion. On pourrait appeler ça de l'hyper-réflexion en haute définition, du overthinking HD. Ce n'est pas juste une petite inquiétude passagère, non. L'intelligence ici transforme le plus petit souci en une véritable série dramatique, avec plusieurs saisons, des retournements de situation improbables. Chaque petit détail est zoomé, chaque dialogue est analysé sous tous les angles possibles. De l'intérieur, ça ressemble à ça. Un jonglage mental permanent. Le cerveau essaie de gérer en même temps le problème A, puis le scénario B qui pourrait en découler, l'inquiétude C que ça génère, la possibilité D, sans oublier tous les « et si », les conséquences possibles, et même un vieux souvenir qui refait surface. Bref, cette charge mentale devient très vite, juste, écrasante. Et le résultat de ce jonglage, eh bien, il est presque inévitable. L'esprit se sent littéralement écrasé sous le poids de ses propres pensées. Ce n'est plus de l'agilité mentale, c'est une submersion totale. Chaque nouvelle pensée est un poids de plus, jusqu'à ce que tout menace de s'effondrer. Toute cette surcharge nous amène à l'étape suivante. Et peut-être la plus frustrante de toutes, la paralysie par l'analyse. C'est ce moment terrible où trop penser nous empêche tout simplement d'agir. Alors la paralysie par l'analyse, qu'est-ce que c'est exactement? C'est cet état où on suranalyse tellement une situation qu'au final, on ne prend aucune décision, on ne fait rien. On est paralysé. À force de vouloir trouver la solution parfaite, de vouloir anticiper absolument toutes les conséquences, on finit par être totalement bloqué. L'analyse, qui était censée être un outil, devient en fait l'ennemi numéro 1 de l'action. Et la conséquence, elle est là sous nos yeux. La personne qui a une perception simple, elle contourne l'obstacle et elle continue sa route, tout simplement. Pendant ce temps, la personne très intelligente, elle reste figée, toujours en train de contempler ces 17 scénarios. C'est la preuve, s'il en fallait une, que trop analyser peut devenir un vrai désavantage. On peut résumer ce conflit interne par une petite formule, data vs drama. D'un côté, le cerveau intelligent, il a faim de données, d'infos, de data pour prendre la meilleure décision possible. Logique. Mais quand il n'y a pas assez de données au lieu d'accepter l'incertitude, que fait-il? Il crée du drame pour combler les vides. Il imagine les pires scénarios possibles, juste au cas où. Bon, tout ça c'est un peu sombre, mais la vraie question c'est comment on sort de ce cycle? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une issue. On peut reprendre le contrôle. Et la solution n'est pas forcément celle à laquelle on pense en premier. La solution, en fait, ce n'est pas d'arrêter de penser, c'est de commencer à trier. C'est ça la clé. Demander à un esprit vif de s'arrêter de tourner, c'est non seulement impossible, mais c'est même contre-productif. Le but, ce n'est pas de penser moins, c'est de penser mieux. Et ça commence par une chose toute simple, le tri. La stratégie est super simple. Vraiment, elle se fait en 2 étapes. Étape numéro 1, identifier la pensée. Simplement prendre conscience de ce qui tourne en boucle dans notre tête, sans juger, juste l'observer. Et étape numéro 2, trier. On se pose la question, est-ce que cette pensée est utile ou est-ce qu'elle est imaginaire? Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement utile ou imaginaire? C'est simple. Dans la colonne des pensées utiles, on met tout ce qui est concret, les vrais problèmes sur lesquels on peut agir, les actions qu'on peut planifier, les solutions pratiques. Et dans la colonne des pensées imaginaires, on met tout le reste. Tous les scénarios et si, toutes les angoisses hypothétiques sur des choses qui ne sont même pas arrivées, tous les drames, catastrophes qu'on s'invente. L'objectif, c'est de se concentrer sur la première colonne et d'apprendre à lâcher prise sur la deuxième.
Et tout ça, ça nous amène à une question finale, une question qui pourrait bien redéfinir notre vision de l'intelligence. Et si la vraie intelligence, finalement, ce n'était pas la capacité à avoir des milliers de pensées complexes, mais plutôt la sagesse de savoir lesquelles méritent notre attention, et surtout lesquelles il faut juste apprendre à ignorer. Abonnez-vous à notre chaîne Règles non dites et likez notre contenu. Merci.